technologies et au croisement de toutes ces technologies, eh bien, les hommes parviennent à reconsidérer la nature et à faire voir des êtres qui, de leur vie, n'avaient jamais vu, et à faire entendre des enfants qui jamais n'avaient entendu. Je vous propose donc de voir ensemble, de considérer ensemble la question suivante. Est-il possible de vivre lorsqu'on n'entend plus? Est-il possible de vivre à nouveau lorsqu'on ne voit plus? Je vais vous demander d'accueillir, alors ici, pas des chercheurs, mais des personnes qui ont bénéficié de ces avancées médicales. Je vais vous demander d'applaudir Delphine Lorton, Joël Lecoq et Marie-Pierre Gouin. Je vais vous demander de venir ici. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec moi. Toutes les trois, vous faites partie de l'association CISIC. Alors, l'association CISIC, c'est l'association sur la surdité et sur l'implant cochléaire. Pour celles et ceux qui ne se souviennent pas de leur cours de SVT, l'implant cochléaire, c'est quelque part par là, c'est à l'intérieur de l'oreille. Si vous vous souvenez un peu, c'est là-dedans que ça se passe. Expliquez-moi, mesdames, expliquez-nous, que vous est-il un jour arrivé? Allons-y, je vous en prie. Bonjour, moi c'est Delphine. Je suis née malentendante avec une surdité légère. Je suis devenue progressivement malentendante et à 23 ans, j'ai perdu complètement l'audition. Donc j'avais à ce moment-là des prothèses auditives et du jour au lendemain, elles ne m'ont plus servi à rien. Et je suis restée 6 ans dans le silence total. Merci beaucoup. Témoignage identique. Joël Lecoq, expliquez-nous, et pour vous? Bonjour. Moi, je suis devenue sourde à peu près à l'âge de 30 ans, tout doucement, à cause d'un médicament autotoxique qui m'a fait perdre l'audition de plus en plus rapidement. Au début, cette perte d'audition a été palliée par des appareils auditifs classiques qui n'ont plus ensuite été suffisants, et donc c'est pour ça que moi aussi j'ai 2 implants cochléaires. Alors nous y viendrons dans un instant. Marie-Pierre Gouin, expliquez-nous de votre côté, que vous étiez arrivé? Je m'appelle Marie-Pierre, je suis née sourde sévère, j'ai appris la lecture labiale et ma surdité a été détectée, j'avais 17 ans. J'ai porté à ce moment-là des prothèses auditives. Elle a été évolutive et très profonde, et à 43 ans, on m'a posé des implants cochléaires. Alors, nous allons y arriver. Que vous a-t-on dit d'abord? C'est-à-dire, un jour donc, vous entendez moins bien que vous dites. Est-ce que vous avez eu de l'information? Est-ce que vous avez dit, tu sais, voici le parcours, il faudrait plutôt que tu vois ceci ou tu vois cela? On nous dit plein de choses à ce moment-là. Pas toujours la même chose d'un médecin à un autre, c'est ça qui est intéressant. Par contre, on nous dit qu'il y a des solutions qui existent pour réhabiliter l'audition dans la plupart des cas. Peut-être pas tous les cas. Alors aujourd'hui, toutes les trois, si j'ai bien compris, vous avez un implant. Et c'est ça maintenant que j'aimerais que vous nous expliquiez et que vous nous montriez. C'est-à-dire que pour aller chercher, vous redonner l'ouïe, il a fallu comprendre comment tout cela marchait. Expliquez-nous comment ça marche d'abord. Je vais le lire et vous nous expliquer. Voici l'oreille. Donc l'implant cochléaire que vous pouvez voir, donc c'est une coupe de l'oreille de face. Venez avec moi. Allez, on vient. Bon. Une coupe de l'oreille avec la partie externe, la partie interne et l'oreille moyenne entre les deux. Et l'implant cochléaire, c'est une partie interne qui est insérée dans la cochlée et qui va stimuler donc le nerf auditif grâce à une partie externe qui est posée sur l'oreille et qui est aimantée à la partie interne. Très bien, donc ici on a l'oreille, on a la partie externe et ici la partie interne. Les deux vont dialoguer. Ici à l'extérieur, clairement vous avez un micro. C'est ça, clairement c'est un micro qui capte le son, qui est envoyé jusqu'à l'antenne, et donc le contact se fait à l'aide d'un aimant, et ensuite donc ça stimule l'oreille interne dans la cochlée, et c'est le cerveau qui va réinterpréter toutes ces stimulations électriques. Donc, autrement dit, regardez bien, on parle d'ondes sonores. Les ondes sonores sont transformées par le micro en ondes électriques. L'onde électrique s'arrête ici, en principe. Et c'est à travers l'aimant que l'onde électrique va se poursuivre, si j'ai bien compris. Ensuite, il s'agit de transformer cette onde électrique encore en signal perceptible par votre cerveau. Et c'est là où vous avez encore cet impact. C'est ça l'idée ? L'idée est que donc, les électrodes qui sont dans la partie interne vont donner des impulsions électriques
qui vont stimuler le nerf auditif et ensuite tout ça va être interprété par le cerveau. Comment allez-vous? Quelle est votre vie sociale aujourd'hui? Expliquez-nous. Est-ce que tout ceci vous ramène à la vie d'avant? Est-ce que tout ceci vous ramène à la vie de toutes celles et ceux qui vous écoutent ici? Expliquez-nous. Ah, ça se consulte, hein, c'est assez évident. À peu près, c'est la même vie qu'avant ou pas? Confort, pas confort? Bien-être ou pas? Expliquez-nous. Alors, avec les appareils auditifs classiques, effectivement, d'année en année, ça n'était plus suffisant pour comprendre la parole. Donc j'entendais toujours les sons, mais les cellules ciliées étant abîmées, je n'entendais plus la parole. Donc j'ai eu un premier implant cochléaire en 2005 qui m'a permis de réentendre et de comprendre à nouveau la parole et de conserver mon emploi. Sinon, je suis juriste de métier et devant les tribunaux, j'étais en grande souffrance et j'ai risqué la mise au placard puisque vous savez que dans tous les métiers, si on est inapte, on est un petit peu déplacé. Donc grâce à l'implant cochléaire, j'ai pu conserver mon métier de juriste et retrouver une compréhension vraiment excellente de mon oreille. Et parallèlement, je conservais une prothèse auditive de cette oreille et qui tout doucement a perdu aussi d'année en année cette audition restante. Et en 2014, j'ai donc eu un deuxième implant cochléaire et mon audition, ma compréhension dans le calme quotidien est tout à fait excellente. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Pierre. En quelques mots, aujourd'hui, bien-être ou pas? Alors aujourd'hui, je peux faire de la musique, jouer d'un instrument, ce qui n'était pas possible dans ma surdité, et ça m'a redonné une place dans la société. J'ai une renaissance complète. Tout ça, mon entourage, je peux téléphoner, je peux les appeler en situation d'urgence, je peux dire ce que mes enfants ont, alors qu'avant c'était impossible. J'ai 3 enfants qui entendent. Eux se sont adoptés à la surdité, mais après, il faut qu'ils s'adaptent à ce que j'entends. Merci beaucoup pour votre témoignage. Delphine, même question. Et vous? Bien-être, relations sociales? Mon expérience elle est similaire, mais j'ajouterais quand même que malgré le fait qu'on ait un implant cochléaire, on reste quand même sourd. On reste quand même sourd puisque, par exemple, à la piscine, on enlève le processeur. Sous la douche, on enlève le processeur. En dormant aussi. Et donc tout ça, on garde quand même cette culture sourde qu'on a à la base. Et cette culture sourde qui est aussi beaucoup axée sur le visuel. Voilà. Mais sinon, sur le plan auditif, aujourd'hui, je suis passée d'une surdité totale au fait que je puisse téléphoner aujourd'hui. Donc, J'ai une dernière question. Imaginons que parmi nous, il y ait des personnes qui, à un moment donné, constatent qu'elles ont une petite faiblesse auditive ou qu'un enfant a un petit souci. Enfin bref, on constate. Ce n'est qu'une gêne au départ. Que conseilleriez-vous? Une gêne, ça se traduit par rien, comme vous l'avez vécu. Que faire? que faire quand on a un diagnostic quelconque de surdité? Très peu, c'est bien avant ça. On constate simplement qu'un proche ou un collègue, une collègue, tiens, il y a un petit souci. On ne dit rien au début, bien sûr, on ne dit rien. Et la personne peut-être s'en aperçoit d'ailleurs. Que conseilleriez-vous? Déjà, la surdité, je pense que je le répéterai jamais assez, c'est un handicap qui est pour moi partagé. Il est partagé avec les proches, il est partagé avec tous les gens avec qui on dialogue au quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester à l'écoute de ces gens qui nous entourent. C'est peut-être un jeu de mots, mais c'est très important de dire qu'il faut quand même rester à l'écoute de tous ces gens-là et de l'équipe médicale si c'est diagnostiqué. Delphine, Marie-Pierre, Joël, merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup pour vos témoignages et également pour les explications. Et vous voyez que derrière, finalement, il n'y a pas besoin de médecin ici pour expliquer ce qui arrive d'une part et d'autre part la façon dont elle s'est prise en charge. Vous avez ici exactement l'exemple d'un dispositif médical. C'est ça, c'est un appareillage, c'est quelque chose qui nous soigne, c'est quelque chose qui nous guérit parfois, en tous les cas qui nous aide, qui nous soulage. Et vous voyez que cela n'a rien à voir avec un médicament. J'aimerais que l'on poursuive, si mon invité suivant est là. Il s'agit de Monsieur Nicolas Naumann. Est-ce que Monsieur Naumann, vous êtes là? Merci beaucoup. Tous, vous avez entendu parler, j'imagine, de l'AVC.